Bienvenue chers auditeurs pour ce nouveau rendez-vous de l'excellence entrepreneuriale où nous invitons un dirigeant d'entreprise qui nous inspire. Ce podcast s'inscrit dans notre volonté de faire de l'entreprise un levier d'épanouissement pour le dirigeant comme pour ses collaborateurs. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui accueillons-nous aujourd'hui Isabelle? Alors aujourd'hui nous accueillons Jacques Craet, CEO du groupe Cosucra. Alors Cosucra est une entreprise familiale de 5e génération créée en 1852 qui produit des ingrédients alimentaires naturels à partir de chicorée et de pois. L'entreprise occupe près de 300 collaborateurs répartis sur 2 sites de production et elle exporte 95% de sa production vers 45 pays. Bienvenue Jacques. Merci. Merci de nous recevoir. Alors bienvenue Jacques et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va surtout parler de transformation, d'écologie et d'innovation. Alors une entreprise familiale sur 5 générations, active dans le sucre. Comment est-ce qu'on passe du sucre aux protéines végétales? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des circonstances économiques et réglementaires. Et donc ça s'étale sur une trentaine d'années. Donc quand on ramène ça à 5 minutes de discussion, ça paraît étonnant, mais en fait, il faut remettre en perspective. Donc, nous étions dans un marché réglementé du sucre qui était régi par une organisation commune de marché européenne. Et la seule façon de grandir était de racheter ses voisins parce que l'Europe avait mis un quota. Et donc, finalement, la réflexion s'est portée, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que du sucre qui est finalement une commodité. Et on s'est dit, tiens, notre métier c'est de transformer des produits agricoles en ingrédients. Et donc on s'est dit, quelles sont les cultures qui peuvent être intéressantes pour faire une alimentation de meilleure qualité. Ça c'était vraiment l'idée de base, c'était les ingrédients pour la santé. Et on s'est tourné comme ça vers la chicorée, ça c'est début des années 80. Et à la fin des années 80, début des années 90, on s'est tourné vers le pois protéagineux. Ce qui a donné les 2 gammes qui existent encore aujourd'hui, qui sont la gamme de produits de chicorée qui sont des fibres alimentaires et la gamme des produits de pois qui sont les protéines végétales, l'amidon et les fibres. Très bien. Alors au niveau de la structure, donc de l'usine, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que les machines pour le sucre peuvent-elles être réutilisables pour cette nouvelle production? Comment ça s'est passé? En fait, les 2 choses sont passées très distinctement et elles sont réunies maintenant dans une seule société, mais au départ, la chicorée était à Warcoing et elle a supplanté l'installation de fabrication de sucre, tandis que l'installation de pois, elle est d'abord née en partenariat avec une autre entreprise de la région, et puis elle s'est retrouvée seule et a été réintégrée dans Cosucra. Donc il n'y a pas de relation immédiate, sauf cette idée de mission de transformer des produits agricoles en ingrédients alimentaires. Après, au niveau du marché, oui, on a quand même une combinaison d'ingrédients qui peut faire sens dans l'idée d'ingrédients santé. Donc, apporter des fibres, apporter des protéines, apporter des fibres insolubles, c'est un métier en soi. Oui. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une transformation ou une transition qui s'est déroulée sur l'espace d'une trentaine d'années. J'imagine qu'il y a eu d'innombrables défis pour passer d'un type de production à ce nouveau type de production. Donc des défis techniques peut-être? D'abord technique, parce que c'est de la production de masse et donc ça reste un métier d'ingénieur. Après ça, probablement que la chicorée est plus proche de la fabrication traditionnelle du sucre puisque c'est d'abord une activité intermittente. On la pratique au moment de la récolte des chicorées, disons de septembre à décembre. Et donc c'est une organisation du travail assez particulière avec ce qu'on appelle l'intercampagne et la campagne. Tandis que le pois est lui une activité industrielle permanente dans le sens où elle travaille 365 jours par an, 24 heures sur 24.
24 heures sur 24. Et donc les lignes de production ont dû être adaptées, peut-être certains processus aussi? Oui, tout a été imaginé à partir d'ici, en interne. On n'a rien acheté en termes de procédés. Ça s'est mis avec des pilotes, avec des essais, des erreurs, et plus d'erreurs que normal ou que voulu. Ceci dit, on n'a rien non plus inventé. On a mis des machines les unes derrière les autres, on les a agencées et on a appris son métier en même temps qu'on construisait l'usine. Et ça, pour vous, c'est un point important pour l'entrepreneur, c'est d'apprendre sur le tas? Sur le tas, je retournerais la proposition en disant si on devait le refaire, je pense qu'on ne le referait pas, on ne pourrait plus le refaire. Donc, c'est vrai qu'on a bénéficié de la force de l'industrie sucrière qui était très rentable pour s'appuyer sur cette force-là pour construire l'usine de Chicorée et puis l'usine de Poix. Donc elles ont été supportées par le sucre à cette période-là. Voilà, je pense que c'est un processus lent et long du fait que l'on a à la fois créé des procédés et ouvert des marchés qui n'existaient pas. Et donc, je pense que cette combinaison-là, c'est ça qui ferait qu'on ne referait plus ça. Et on sait que la production de viande est l'élément le plus polluant au monde, plus que tous les avions dans le ciel et tous les éléments qui peuvent polluer. Le fait d'apporter ces protéines végétales et de la fibre issue de légumes, fibre de végétaux, est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenu à cœur dans le sens de cette notion de durabilité, d'écologie aussi? Non, pas du tout. Donc, on est au début des années 90, on est encore dans des marchés où on parlait de montagnes de lait et de production agricole excédentaire, due au succès de la politique agricole commune, il ne faut pas l'oublier. Non, ce qui nous animait à l'époque, mon frère d'abord, et puis moi ensuite, c'est l'idée d'extraire le meilleur des produits agricoles directement pour aller vers l'alimentation humaine. Mais les préoccupations de durabilité n'existaient pas à l'époque, non. Et d'ailleurs, on y est encore, puisque la préoccupation majeure ici, c'est comment va-t-on remplacer l'énergie fossile dans nos fabrications. Donc, non, c'était plutôt l'alimentation saine. Ça, c'est vraiment le focus que l'on avait à l'époque. Remplacer les haies quelque chose et d'arriver à avoir directement des ingrédients provenant du champ pour les mettre dans les produits alimentaires. Alors tout ça représente ce qu'on appelle communément l'innovation. Alors à votre sens, quels sont, je veux dire, les 2 ou 3 ingrédients majeurs nécessaires pour motiver et générer l'innovation dans une entreprise? Ouais, ça c'est une vaste question. On parle beaucoup d'innovation, et d'abord le mot innovation, il a plusieurs... alors on parle par exemple d'innovation radicale ou d'innovation disruptive. Tout ça, c'est un peu des éléments de langage. Parfois, on devrait revenir à des inventions, et parfois, on devrait se dire simplement c'est des améliorations. Donc, on met sous le vocable innovation beaucoup de choses. Mais je pense que le premier élément, c'est de se dire pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, et resituer un peu l'activité que l'on a dans son milieu. Et puis, on n'est pas innovant si on n'est pas en sécurité. Donc, on ne peut pas innover sur injonction, on ne peut pas inventer sur ordre. Et donc, il faut se sentir relativement libre et en sécurité. Et donc, la première condition que je mettrais, c'est une organisation humaine qui le permet. Ça permet aussi d'autres choses, mais et ça, c'est un changement de culture qui prend beaucoup de temps, parce que l'industrie vient d'un monde où on fabriquait en masse pour réduire les prix, donc produire en masse
diminuer le prix et donc continuer à produire en masse. Enfin, je répète 2 fois la même chose, mais aujourd'hui, on devrait produire beaucoup mieux et si possible moins. Donc c'est un renversement complet de la façon de penser l'industrie. Pour ça, il faut déjà avoir un esprit suffisamment ouvert pour ne pas simplement se dire « Tiens, mon concurrent fait ça, moi je vais essayer de faire ça, je vais le faire un peu mieux que lui ». Alors, l'idée de sortir de la boxe est un petit peu limitant parce que c'est quoi la boxe ? Et en fait, il faut une liberté d'esprit et laisser un petit peu venir à soi des tendances ou des perceptions que l'on a autour du domaine dans lequel on est. On ne peut pas non plus sortir réellement du cadre dans lequel se trouve le métier, le domaine d'activité. Et donc voilà, ici, si on a commencé, venant du sucre, si on a commencé les protéines végétales, je pense que c'est dû au fait qu'on s'est mis comme intermédiaire entre l'agriculture et l'alimentation humaine, et on s'est dit quel est le rôle que l'on peut jouer. Ah ben, notre rôle, c'est finalement d'apporter des choses qui donnent la santé. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce que c'est la santé ? On entend déjà beaucoup, il manque de fibres dans l'alimentation. Et donc, on s'est dit, ben, ça, c'est peut-être un besoin qu'il faut remplir. Et donc, on a commencé à fabriquer des fibres. Les sucres, on en fait. Et donc, dans l'alimentation, il se trouve qu'on a besoin de sucre, on a besoin de lipides, et puis on a besoin de protéines. Et on s'est dit, ben, les lipides, c'est le soja, c'est déjà c'est de la grande industrie, donc là-dedans, on ne pourra pas rentrer. Par contre, en protéines et en protéines végétales, il y avait les grands frères du soja, mais en Europe, il n'y avait rien. Et donc, on s'est dit, tiens, ben, ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait agir. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'est finalement... Donc, est-ce que c'est innover ? Je ne sais pas. C'est en tout cas se reposer des questions sur la finalité des choses et à quoi on sert et quel est le but qu'on peut poursuivre en se posant ces questions. Vous avez parlé de culture et finalement de sens aussi. Hein, c'est permettre d'avoir une nourriture et une alimentation plus équilibrée. J'imagine qu'au niveau des équipes aussi, ça a dû parler d'avoir cette vision finalement d'une alimentation plus saine. Oui, sans doute, mais en tout cas, l'organisation telle qu'elle était là à ce moment-là n'était pas apte à tout imaginer. Et donc, en fait, il y a peu de personnes dans l'entreprise qui sont source d'inspiration ou de source de direction et de vision. Donc, c'est souvent attaché à la personne du propriétaire ou du dirigeant, ce qui est à mon sens une erreur, ou en tout cas n'est pas une généralité, ne devrait pas être une généralité. Et c'est là où, avec la complexité du monde actuel et du monde futur, cette possibilité de pouvoir s'exprimer, d'avoir des idées qui correspondent aux besoins de l'entreprise, qui correspondent à l'aptitude de la personne et de son plaisir à vouloir contribuer à un objectif commun, doit être élargi et doit être mis en place. Et ça, c'est vraiment l'organisation qui peut le permettre ou l'empêcher. Et je veux dire, chez nous, ça n'est pas encore vraiment extrêmement développé. C'est en voie de se développer, mais c'est encore naissant. Et donc, l'origine des activités actuelles sont sorties de 2-3 cerveaux, pas plus. Après, les autres ont suivi plutôt que de se dire « Ah ben oui, mais non, mais alors on peut faire ci, on peut faire ça ». Donc voilà, il y a aussi un peu de succession dans ces considérations-là.
Alors, Cosucra est aussi reconnu, en tout cas pour nous, pour avoir mis en place justement une collaboration générative au niveau managérial. Vous pouvez un peu nous expliquer? Oui, c'est relativement récent, donc 2015, donc ça fait 7 ans. Et donc c'est très récent pour une organisation de plusieurs centaines de personnes, parce que ça touche à la culture. Et donc évidemment on part avec un personnel existant qui a connu l'ancienne culture, et c'est donc assez difficile de faire basculer les personnes qui ont certaines habitudes de vie et de représentation de la vie de l'entreprise et de la façon dont ils travaillent, de se dire ah demain on va changer. Oui, donc est-ce que c'est perturbant, est-ce que ce sera pour un mieux, etc. Ça dépend de chaque personnalité. Et donc arriver à faire converger cette nouvelle culture est relativement lent. Est-ce que vous estimez néanmoins que c'est indispensable? Ah oui, je reste persuadé. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'avais un peu pris l'initiative de prêcher ce type d'organisation, parce que je la trouvais géniale. Et que comme ingénieur, je n'ai jamais été formé à beaucoup de psychologie et de sociologie. Et quand on s'y intéresse un peu, finalement on découvre énormément de choses qui sont bien connues mais pas du tout pratiquées. Et donc là, voilà, à l'Union Wallonne des entreprises, j'ai essayé de démarrer un groupe qui s'appelle Entreprises en marche, et ça continue. Donc c'est aussi pour sensibiliser les patrons d'entreprise à de nouveaux modes d'organisation, à arriver à avoir de l'innovation dans le management plutôt que sur des produits ou sur des techniques, où là on focalise toujours l'innovation là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres types d'innovation. Et voilà, donc oui, je pense que ça continue bien, dans le sens où on voit qu'il y a plusieurs biais par lesquels on peut améliorer cette culture, et notamment lors des engagements, lors du recrutement. Si on porte beaucoup plus d'attention aux capacités individuelles et collectives des personnes, plutôt que de se focaliser uniquement sur ce qu'ils vont apporter du point de vue technique et des compétences techniques, qui sont finalement secondaires dans le sens où elles peuvent toujours s'acquérir. Tandis que les compétences humaines, une fois qu'on est un peu formaté par son éducation, c'est assez difficile de changer. Et en tout cas, l'entreprise n'investira pas pour le changer. Et donc, le point particulier auquel on fait attention, c'est qu'à l'engagement, on essaye d'avoir des personnalités qui peuvent matcher avec ce qu'on recherche. Et donc là, on peut citer toute une série ce qu'on appellerait des invariants dans la personnalité, de telle manière à ce que ça corresponde. Donc on ne veut pas avoir tout le monde du même format, évidemment, mais adapté au rôle qu'il pourra jouer dans l'entreprise. Oui, on dit souvent que la génération Y choisit l'employeur et pas l'inverse. Quel est votre avis par rapport à ce point? C'est un problème qui me semble fondamental et de plus en plus prégnant, et donc qui va rendre quand même le fonctionnement en entreprise de plus en plus difficile. Donc, dans notre cas, c'est plutôt l'image d'une entreprise industrielle. Donc déjà industrielle, on sort de l'école, on ne sait pas ce que c'est. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et ça fait peut-être peur, en se disant non, je vais quand même pas aller dans l'industrie, surtout dans le mood écologique dans lequel on est. C'est de dire donc industrie égale énergie fossile égale pollution et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, nous, on doit un peu inverser notre façon de recruter, en se disant qu'on doit être le plus attractif possible. Donc on doit cultiver notre image, on doit sans doute aller beaucoup plus proche des écoles, là où on éduque, où on donne une formation, et évidemment alors faire des échanges à la fois avec le corps enseignant et à la fois avec les élèves, pour qu'ils puissent s'accoutumer ou se familiariser avec l'entreprise et l'industrie.
pour qu'il ne se fasse pas qu'il ne s'imagine pas sans l'avoir vu, mais qu'il puisse concrètement se dire mais ça m'intéresse, ou ça, mais ça j'aimerais bien. Et donc de notre côté, ouvrir les possibilités en disant mais voilà tout ce qu'on offre, et il y a moyen de choisir. Voilà, ça c'est sans doute une démarche. Et il y a aussi moyen d'avoir un rôle justement dans cette problématique de l'environnement, des énergies, etc. Si on choisit bien son industrie et que les valeurs et la vision de cette industrie vont dans la direction qui nous anime. Voilà. Ce qui est probablement difficile, c'est le gap entre les attentes et la situation actuelle, puisqu'on est en phase évidemment de plus en plus forte de devoir évoluer par rapport à ces problèmes d'énergie et de pollution. Mais bon, donc on ne peut plus tromper. Je ne dis pas qu'on est trompé, mais en tout cas, l'image que l'on a de l'industrie en général, c'est de dire, et c'est venu des grosses entreprises, évidemment les petites entreprises, et nous on se considère comme une petite entreprise, on subit l'image que le public porte aux grandes entreprises et on l'interprète aussi pour les petites entreprises, sauf à partir du moment où on les connaît. À partir du moment où on est voisin et qu'on commence à connaître et se dire ah ben non, et où quelqu'un travaille dans cette entreprise, alors on commence à se faire une autre idée de l'entreprise industrielle. Mais toujours est-il qu'on doit absolument, nous, être rigoureux dans la façon dont on approche ces questions-là, et on doit pouvoir le démontrer sous tous les angles, et ça c'est une nouvelle imposition d'abord qu'on doit choisir, et puis que l'on doit démontrer vis-à-vis de tous les stakeholders, c'est-à-dire toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit évidemment les clients, mais aussi les partenaires financiers, et puis les voisins, et puis les fournisseurs, etc. Donc, et ça complexifie de plus en plus le travail de l'entreprise. Jacques, vous êtes à la tête de COSUCRA depuis combien d'années ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Avec le recul, quelles seraient selon vous les 3 qualités vraiment prédominantes pour un dirigeant d'entreprise ? Ce serait quoi ? Qu'est-ce qui ressort après ces 20 ans pour vous ? Oui, ça j'ai 3. Bon, la première, c'est quand même des talents d'organisation. Et ça m'était plutôt... c'était un centre d'intérêt pour moi, que de se dire que l'entrepreneur doit d'abord être un organisateur de personnes. Le deuxième, bon, il me semble que les choses devenant de plus en plus complexes, un patron d'entreprise doit pouvoir scinder la partie gestion de l'entreprise de la partie vision. C'est-à-dire que si on veut que ce soit le responsable de l'entreprise qui porte la vision de l'entreprise, alors il doit s'y consacrer beaucoup plus. Mais ce n'est pas nécessairement le CEO qui doit... Il peut être, lui, prendre plutôt le rôle de gestionnaire et d'animation des équipes, etc. Et confier ce rôle de vision à quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, on met tout dans la personnalité du CEO. Il doit être à la fois l'organisateur, à la fois le porteur de la vision et donc de la stratégie. Il doit faire ceci, la représentation, etc. Je pense que ça, c'est plus possible. Belle conclusion, belle conclusion. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir passé ce moment avec nous. Voilà. Et bonne continuation dans Avec plaisir. votre projet et dans la progression de COSUCRA. Merci beaucoup. Merci.